On pense souvent que la richesse, c'est une question de chance, de bon timing, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est comme s'il y avait des règles du jeu, des règles invisibles qui façonnent nos économies depuis des siècles et qui décident qui avance et qui, reste sur place. C'est une question qui taraude beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que la richesse semble toujours, mais alors toujours, aller dans la même direction? On a cette impression que le jeu est un peu pipé, que les riches s'enrichissent et que pour les autres, c'est plus compliqué. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. Non, ce n'est pas le hasard, ce sont des lois. Des lois économiques, presque des lois de la physique de l'argent. On va en décortiquer trois. Trois principes invisibles qui expliquent presque tout. Allez, c'est parti, on plonge. Bon, pour commencer notre petite enquête, on va s'attaquer à la plus vieille de ces lois, la plus fondamentale. C'est un principe qui explique pourquoi, au fond, la qualité de l'argent a cette tendance naturelle à se dégrader. Alors, la loi de Gresham, c'est assez simple à piger avec un exemple historique. Imaginez l'époque où les pièces étaient en or ou en argent pur. Les rois, pour financer leur guerre, ont eu la bonne idée de rogner un peu sur la qualité en y ajoutant des métaux moins précieux. Résultat, les gens sont pas bêtes. Ils ont commencé à garder les bonnes vieilles pièces en or pur bien au chaud chez eux et à dépenser en priorité les nouvelles pièces dégradées. Et voilà comment, petit à petit, la bonne monnaie a tout simplement disparu de la circulation. On pourrait se dire, ok, mais les pièces en or, c'est du passé. Sauf que cette loi est toujours d'actualité. Aujourd'hui, la bonne monnaie, c'est l'épargne durement gagnée, le capital qu'on investit intelligemment. Et la mauvaise monnaie, c'est le crédit facile, l'argent dette créé à volonté qui inonde le système. Il nous pousse à dépenser, à spéculer, mais beaucoup moins à construire de la valeur sur le long terme. Et c'est là que ça devient très concret. Cette loi, qui date de plusieurs siècles, a un impact direct sur notre quotidien. C'est exactement ce qui se passe quand on parle d'inflation. La mauvaise monnaie qui circule partout, c'est elle qui grignote année après année le pouvoir d'achat de nos salaires. Ok, donc on a vu que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la question suivante, c'est quand cette mauvaise monnaie arrive, qui en profite? Et surtout, qui en profite en premier? C'est ce que nous explique la deuxième loi. Pour comprendre l'effet Cantillon, l'image est parfaite. Imaginez qu'on verse un seau d'eau au milieu d'un champ de terre sèche. L'eau ne va pas se répartir uniformément et instantanément. Non, elle va d'abord gorger la terre juste en dessous du seau. Pour l'économie, c'est pareil. La source d'eau, c'est la banque centrale qui crée de l'argent. Et cet argent, il n'arrive pas chez tout le monde en même temps. Il arrose d'abord les plus proches de la source, les banques, les grandes entreprises, les investisseurs. Eux peuvent acheter des actifs avant que les prix ne commencent à monter pour tous les autres. Et ça, c'est la grande intuition, un peu brutale, d'un économiste du XVIIIe siècle, Richard Cantillon. L'argent n'est jamais neutre, sa création et sa circulation créent mécaniquement des gagnants et des perdants. Et attention, ça ce n'est pas juste un concept théorique un peu poussiéreux. Regardons ce qui s'est passé après la crise financière de 2008. Des quantités astronomiques d'argent ont été créées et injectées dans le système. Le résultat? Le marché boursier américain a triplé. Le patrimoine du 1% le plus riche a littéralement explosé. Et pendant ce temps-là, le revenu moyen des ménages, lui, n'a quasiment pas bougé. C'est l'effet Cantillon, grandeur nature. On a donc Gresham qui dégrade la monnaie, puis Cantillon qui distribue la nouvelle monnaie de façon inégale. Il nous manque une dernière pièce au puzzle, la loi qui explique pourquoi, mathématiquement, cette inégalité a tendance à se renforcer avec le temps. On l'appelle souvent la règle des 80-20. C'est un économiste italien, Vilfredo Pareto, qui a eu cette illumination à la fin du 19e siècle. Il a juste observé, tout bêtement, que 80% des terres en Italie appartenaient à seulement 20% de la population. Et il s'est rendu compte que ce ratio, ce 80-20, on le retrouvait absolument partout. Ce qui est fascinant avec ce principe, c'est que ce n'est pas une idéologie politique. C'est une tendance naturelle observée dans plein de systèmes. Appliqué à l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui maîtrisent les règles du jeu ont tendance à faire fructifier leur capital, alors que les autres voient le leur s'éroder lentement. C'est un effet boule de neige. Et non seulement ce principe existe, mais il semble s'accélérer. Regardez ce chiffre pour les États-Unis. En 1989, le 1% le plus riche détenait 23% de la richesse. En 2023, on est passé à 32%. Ce n'est pas un accident, c'est la loi de Pareto qui opère, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a nos trois lois, il est temps d'assembler le puzzle, parce que c'est en les connectant qu'on comprend vraiment la mécanique du système financier actuel. En fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les grandes crises financières de ces 30 dernières années ne sont que des variations sur le même thème. Que ce soit la création de la Banque d'Angleterre, l'abandon de l'étalon or, la crise de 2008 ou les plans de relance de 2020, à chaque fois, on rejoue la même partition, une partition écrite il y a 300 ans.
Voilà la boucle, la fameuse boucle de rétroaction. Étape 1, on crée de la mauvaise monnaie, du crédit, pour répondre à une crise. C'est Gresham. Étape 2, cet argent arrive d'abord chez les acteurs financiers qui achètent des actifs dont le prix monte en flèche. C'est Cantillon. Étape 3, avec le temps, la richesse se concentre de plus en plus entre leurs mains. C'est Pareto. Et la boucle est bouclée et prête à recommencer. Ok, le constat est un peu rude, c'est vrai. Mais l'idée n'est pas d'être fataliste. La vraie question c'est, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Comment peut-on à son échelle naviguer dans ce courant financier au lieu de le subir ? Ce tableau résume tout. D'un côté, il y a le dernier receveur. Son revenu principal, c'est son salaire. Il subit l'inflation de plein fouet sur ses courses, son loyer. De l'autre côté, il y a le premier receveur. Il possède des actifs, des entreprises. Pour lui, l'inflation, c'est une bonne nouvelle. C'est le prix de ses actifs qui augmente. Le système est clair. Il récompense la détention de capital bien plus que la simple force de travail. Alors, comment basculer dans la mentalité du premier receveur ? C'est avant tout un changement de perspective. Comprendre que le système récompense la propriété d'actifs. Comprendre que l'argent est un flux et qu'il vaut mieux être près de la source. Ça veut dire privilégier les actifs rares, qui ne peuvent pas être créés d'un claquement de doigts, et surtout, analyser les décisions politiques non pas sur leurs intentions affichées, mais sur la direction réelle des flux d'argent qu'elles vont générer. Finalement, la seule question qui vaille est celle-ci. Dans ce grand courant financier, où se situe-t-on personnellement ? Savoir répondre à cette question, c'est la toute première étape pour commencer à jouer avec les règles, au lieu de les subir. Parce que les joueurs changent, mais les lois du jeu, elles, restent les mêmes.